Hello, bienvenue à tous sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour quelque chose de pas très original, mais pour un book haul. C'est vrai que j'ai pris pas mal de retard pour la présentation de mes livres, donc j'essaie de me rattraper. Je vais alterner, je pense, book haul, update, parce que c'est pareil, j'ai pas mal de lectures à vous présenter. En plus, en ce moment là, j'ai pris un rythme de lecture qui est. Enfin, je lis assez vite. Après, ouais, il y a peut-être des livres qui étaient plus simples à lire dans le lot, qui se lisaient très bien. Et là, c'est vrai que ça va très très vite. Donc, mais tant mieux, je suis contente. Parce que j'ai une palle qui est assez énorme et je suis contente de pouvoir enfin avancer. Donc sinon, là, ces derniers temps, j'ai lu La Dame Blanche de Denis Ott aux éditions Hugo Thriller. Donc on est dans un suspense avec une mystérieuse jeune femme qui est kidnappée. Et puis on va se retrouver aussi dans un village. Alors ça doit être dans le Tarn, oui c'est ça, j'allais dire dans le sud de la France, dans le Tarn. Un petit peu paumé. Alors on a certes un maire qui est tout puissant parce qu'il est aussi vice-président du conseil départemental. Mais on a aussi des familles de, je dirais, de pecnos. Mais alors pour le coup des pecnos pas du tout sympathiques, hein. C'est un peu le... Ils sont waouh, c'est ouais, c'est voilà, c'est des gens qui vivent un petit peu enfermés sur eux et c'est pas détendre, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Je vous développerai un peu l'histoire, mais ils ont un comportement, notamment avec un homme qu'ils ont recueilli. Enfin, c'est assez dur, mais c'est un bon suspense parce que c'est vrai, on se demande qui est cette mystérieuse jeune femme quoi, nommée la Dame Blanche. Et tout se développe à la fin. Et voilà, bon, j'ai bien aimé ma lecture. Je l'ai lu très vite d'ailleurs. Voilà, j'ai dévoré là, les derniers livres. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de celui que j'ai lu précédemment qui est sur ebook, qui est l'héritage de Néandertal. J'ai toujours l'impression que la caméra est pas droite, ça m'énerve. Qui est l'héritage de Néandertal et écrit par Frank Sens. Donc là, par contre, on suit. Alors, on va suivre au début un homme de Néandertal. Ça, c'est vraiment très sympa parce que j'adore quand ça mélange comme ça historique. Surtout, enfin là, la préhistoire, c'est encore plus rare. Je pense qu'on peut pas trop remonter plus. Si après c'est l'époque des dinosaures, mais bon, c'est quand même exceptionnel. Et puis on suit enfin, un jeune photographe français, Gaëtan, qui est envoyé, enfin qui a été embauché par un mécène très riche pour aller prendre des photos en Sibérie. Là, il rencontre d'autres hommes venus de voilà d'horizons très, très variés, hein. Vous avez des gens qui viennent de France, puis il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent d'Afrique. En plus, bon, ça crée parfois des dissensions parce qu'ils ont chacun leur spécialité. Vous avez un as de l'informatique, vous avez un zoologue, vous avez des médecins, donc ils n'ont pas toujours la même vision de. Il y en a un qui va vouloir protéger les animaux, l'autre qui va plus penser à l'être humain et qui n'est pas forcément contre les expériences sur les animaux puisque ça permet de développer des médicaments pour les humains. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Bon, le livre est assez long, mais alors il commence en 2013, je crois, non 2000, oh, je sais plus. Enfin, il commence un petit peu avant, voilà, avant 2021. Et puis il se termine en 2000, enfin c'est vraiment à la toute fin, en 2043. Donc on voit aussi l'avenir de l'homme, on va voir les découvertes qui vont être faites par cette équipe qui est en fait embauchée par un grand groupe pharmaceutique tenu par un homme richissime. Vous doutez bien qu'il n'est pas là pour faire de la philanthropie. Donc voilà, ils font une découverte exceptionnelle. Je ne vous dis pas laquelle, vous verrez bien, même s'il y a quand même quelques petits indices avec le début du roman. Et voilà, et on va suivre voilà, toute cette équipe, on va les voir se solidariser. Enfin voilà, c'était assez, faut pas que j'en dise trop. C'était assez sympa et de voir aussi un petit peu l'avenir de l'homme, mais qui est quand même pour le coup assez effrayant. Voilà. Sinon, j'ai lu aussi, alors celui-là, c'est longtemps que j'avais envie de le lire, La Cage de Hervé Gagnon. Alors normalement, c'est un roman ado, enfin jeunesse, c'est chez Hugo Jeunesse. Alors au niveau de l'écriture, voilà, on va dire que, si vous voyez, hop, voilà, c'est écrit assez large. C'est vrai qu'au niveau, il fait même pas 300 pages. C'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau de l'écriture, au niveau de la facilité de lecture, ça, oui, ça peut être lu par un ado. Par contre, le sujet, c'est un petit peu plus complexe. Alors, c'est marqué de toute façon sur un thriller pour les ados au cœur bien accroché, c'est ça? Au cœur solide. Parce en fait, on va assister en fin 18e siècle, c'est ça? Ouais, 1763. On va assister à l'exécution d'une femme qui a tué son mari. Bon, elle l'a tué parce qu'il la battait.
Donc, mais à cette époque-là, évidemment, les femmes n'avaient rien à dire. Et puis, c'était un spectacle hein, pour les gens. Ça se passe à Québec. Hein. C'était un spectacle pour les gens de voir une pendaison. Donc, voilà, cette pauvre femme, elle meurt voilà, sous les colibés, sous les injures, alors qu'il y a d'autres femmes dans le public qui sont elles aussi battues. Enfin, c'est assez terrible. Et le gouverneur, alors c'est bien à Montréal. Non, c'est pas à Montréal au départ. Et en fait, le gouverneur du Québec, c'est bien le gouverneur, parce que ça vient juste, non, c'est passé sous domination anglaise, demande à ce que le corps de cette femme soit mis dans une cage et exposé au carrefour, je ne sais plus si c'est à Québec, exposé à un carrefour, en fait, oui, c'est ça, c'est bien à Québec, à un carrefour pour faire, non, c'est pas à Québec, j'ai une bêtise, si, c'est ça, Québec, à un carrefour pour un exemple, vous imaginez un petit peu enfin, ça se faisait à l'époque, hein, d'accrocher les corps, ou alors de couper les têtes et de les mettre, les planter sur des pieux pour montrer qui avait gagné. Voilà, donc c'est pour ça, au niveau adolescent, effectivement, il faut qu'ils aient le cœur solide, parce que, bon, vous voyez, le corps qui se... Bon, même si c'est pas trop décrit, on se doute que le corps va se dégrader, tout ça. Et ensuite, on fait un bond en avant d'un siècle, un peu, non, oui, c'est ça, d'un siècle. On se retrouve en 1853, et là, c'est à Montréal, je crois, oui, c'est ça, à Montréal. Et là, vous voyez d'ailleurs, il y a un spectre dans la vitrine. Et c'est une jeune fille, Eugénie, qui a 16 ans, qui élève seule son petit frère. Ils ont perdu leurs parents très brutalement, donc elle s'est retrouvée seule avec son petit frère à devoir s'occuper de lui, et surtout ils sont obligés de travailler tous les deux. Son petit frère a 10 ou 11 ans, il est obligé de travailler aussi dans une usine de manufacture de souliers. Enfin voilà, c'est une vie très dure hein, pour les pauvres, donc on voit un petit peu comment ils vivent aussi. Et puis, voilà, il décide de s'offrir, enfin c'est son petit frère qui veut ça, il décide d'aller voir, la cage est exposée à Montréal, donc la cage, hein, il n'y a plus le corps dedans, évidemment, au bout d'un siècle, il ne reste plus rien. Mais voilà, son petit frère a envie d'aller voir cette fameuse cage, et elle décide d'aller la voir avec lui. Et derrière, disons qu'il va y avoir un enchaînement de circonstances. Déjà, quand ils arrivent devant le magasin qui expose la cage, il se passe déjà un événement assez troublant. Et puis d'autres événements vont peu à peu, peu à peu avoir lieu. Et voilà, ça va développer le mystère. Moi, je l'ai lu quasiment d'une traite aussi. Ouais, ça se lit très très bien. Ça se lit très bien. Et puis là, j'ai commencé. Alors, la crypte de Saint-Maximin. Donc c'est de Bruno Carpentier. Alors c'est une collection d'Un autre ailleurs, les éditions d'Un autre ailleurs, et c'est les crimes de pays. Donc ça se situe dans une région en particulier. Donc là on est en Provence. Donc c'est un petit peu compliqué au début, parce que moi pour le coup je suis du Nord, et c'était un petit peu compliqué au début de me faire à la façon de parler de certains. Voilà, ils ont des expressions que évidemment moi je ne connais absolument pas, donc mais en même temps ça, du coup vous avez une immersion dans la région, ça c'est sympa. Alors on va retrouver une vieille dame, une clocharde de 70 ans, morte près du tombeau près des reliques de Marie-Madeleine. Alors je vous dis tout de suite, pour ceux qui n'aiment pas du tout Dan Brown, on va pas, pour l'instant du moins, enfin j'en ai lu plus de la moitié, on va pas du tout vers quelque chose à la Dan Brown. Même si le début, le début est un petit peu mystérieux, mais je pense savoir de qui il s'agit. Même si après, voilà, on parle des reliques de Marie-Madeleine, même si on va plonger dans l'histoire de ces reliques. Et du tombeau, évidemment, puisque cette vieille dame a été retrouvée morte là. Et on a aussi détruit une partie d'un sarcophage qui aurait représenté Jésus. Mais on va pas vers, je vous rassure, on va pas vers du Dan Brown. On va quand même vers un roman policier assez classique, à suspense. Voilà, on voit la vie personnelle du policier, enfin du personnage principal, Maxime. On voit une partie de sa vie voilà, qui n'est pas très très simple. Et puis, franchement, alors c'est vrai qu'il faut s'immerger un peu dans la province, enfin en Provence, pardon. Mais c'est assez sympa. J'aime bien, parce que je suis bien prise dedans. Et puis, j'aime bien ce côté historique. J'aime toujours quand il y a un côté un petit peu historique. Voilà. Et là, on parle effectivement des reliques de Marie-Madeleine. Savoir si on essaie de retrouver des traces
de comment attester de ce qui est arrivé après la mort de Jésus à sa mère, à Marie-Madeleine. Je ne sais pas si ce sont ses sœurs aussi qui... Voilà, il faut savoir un peu tout ce que sont devenues ces femmes. Et puis, enfin, sous quel, voilà, sous quel duc on a décidé de faire de ces reliques les reliques de Marie-Madeleine, comment ça s'est fait. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce qu'on retrouve un personnage, pour ceux qui ont vu Le Nom de la Rose, vous vous souvenez peut-être du personnage de Bernard Guy, qui arrive et qui est un futur inquisiteur, mais alors vraiment... Enfin, c'est un monstre, c'est un monstre. C'est vraiment l'inquisiteur dans toute sa splendeur. Et c'est vrai qu'on craint un peu pour c'est Sean Connery qui joue, je sais plus comment il se fait appeler dans le film, qui joue le rôle principal. On craint un petit peu pour lui d'ailleurs parce qu'on se dit s'il tombe sous les griffes voilà, de ce Bernard, c'est Bernard Guy tout simplement, j'ai eu. Et je savais pas, enfin, j'ai jamais lu Le Nom de la Rose. J'ai vu le film plusieurs fois, mais j'ai jamais lu le livre et je savais pas qu'il avait vraiment existé. Donc c'est vraiment un triste personnage parce que ça a été un grand inquisiteur. Grand dans le sens où effectivement il a fait beaucoup de dégâts et où vous aviez intérêt à être dans ces petits papiers si vous ne vouliez pas vous retrouver à la torture directe. Donc voilà, donc on retrouve des personnages historiques comme ça. Hein. On va parler un petit peu effectivement de la religion catholique et puis enfin chrétienne, parce que c'était pas, enfin aussi catholique aussi. Et puis ouais, voilà, comment des reliques de Marie-Madeleine. Enfin voilà, pour l'instant c'est prenant. Une fois qu'on a réussi à s'immerger dedans, moi j'avoue que je suis contente de ma lecture. Voilà, j'ai mis voilà, les marque-pages que j'ai eu pour la fête des mères. Parce que j'ai eu de beaux petits marque-pages voilà, par mes loulous. Alors, bien sûr, j'en ai un qui m'a dit oui, mais t'as pas encore utilisé le mien. Chacun son tour. Voilà. Ça, il faut pas de jaloux entre les deux, sinon ça pourrait être terrible. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer aussi mes derniers reçus. Alors, j'ai reçu, alors c'est un pavé, mais je sais pas quand je vais avoir le temps de le lire, mais j'espère avoir le temps de le lire quand même, parce que c'est pareil, encore une fois, on est dans de l'histoire, donc ça m'intéresserait. C'est Alexandre, tome 1, Le Pacte de Babylone. Donc, bien sûr, ça parle d'Alexandre le Grand. C'est de Annette Rossi et c'est aux éditions Les Sentiers du Livre. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu costaud, mais j'avoue que comme ça parle d'Alexandre le Grand, j'ai très envie aussi de me plonger dedans, mais je ne sais pas encore quand j'aurai le temps. Alors, je vous lis quand même le résumé. Que signifie l'étrange symbole que découvre un archéologue linguiste en Turquie et un égyptologue de renom à Alexandrie? Deux lieux aussi éloignés dans le temps que dans l'espace. Leur rencontre va les entraîner dans une aventure extraordinaire, les confronter à une alliance obscure qui voit le jour à Babylone en 323 avant Jésus-Christ, année où disparaît Alexandre le Grand. Les énigmes vont s'accumuler, les mystères s'épaissir. Aletheia Mysterion Apocryphe Tosselper. Je ne sais pas en quelle langue c'est. Quel sens donner à cette inscription? Où se trouve le tombeau du roi macédonien? Quel mystère entoure la mort du conquérant? Quel lien avec le manichéisme et les croisades? Et pour quelle raison la vérité ne doit-elle pas éclater? Ferait-elle réellement basculer le monde dans le chaos? Bon, je vais m'arrêter là parce que le résumé est assez long. Voilà, c'est un tome 1. J'aime bien, je vous dis, j'aime bien quand ça mélange histoire et ça aurait été que sur Alexandre, ça m'aurait beaucoup plu aussi. Là, apparemment, ça mélange un petit peu les deux. C'est écrit petit. Mais bon, j'espère pouvoir le lire bientôt. C'est vous que ça me tente bien, un roman qui parle d'Alexandre le Grand. Et puis c'est vrai que on sait très peu de choses quand même. C'est un très grand conquérant et en même temps, c'est très peu de choses sur lui et on ne sait pas trop non plus comment il est mort. Donc évidemment, ça entretient le mystère. J'ai reçu aussi de Sylvie Marchal des pissenlits à travers le bitume. Alors là, on est dans un policier, si je me souviens bien. Flora Delac vit heureuse avec son compagnon Sébastien. Un jour, elle décide de rendre visite à Marc et Elena, ses parents. Malgré leur absence, Flora entre dans la maison pour y déposer un roman qu'elle souhaite faire découvrir à Elena. La jeune femme a réalisé que dans le bureau de son père, un tiroir dont la clé était réputée perdue est finalement accessible. Le retour de ses parents l'oblige à refermer rapidement cette boîte de Pandore, mais le soir même, un incendie va venir ravager la maison familiale. Marc et Elena seront grièvement brûlés. Or, cette soirée tragique n'est que le début d'un terrible engrenage. Voilà, donc on est bien dans un policier. Voilà, avec la dédicace de l'auteur, le marque-page. Ça, c'est encore plus sympa quand vous avez la dédicace. Alexandre, je pense qu'il n'y avait pas de dédicace dedans. Hop, voilà. Alors, de chez Hugo Thriller, j'ai reçu 2 romans policiers. La Sentinelle de Rosnay. Alors, je pense qu'on va être un peu, je sais pas, c'est quand même du suspense.
Mais suspense familial. Lorsque sa sœur Ruth s'invite chez elle dans cette station idyllique du Colorado, dont elle a fait son refuge et où elle s'épanouit pleinement dans son travail auprès des services de protection de l'enfance, Alexandra Van Ness comprend très vite que le monde qu'elle s'est construit à grand-peine est menacé. Menacée par l'apparition de cette sœur jadis si proche, devenue au fil du temps une étrangère, mais toujours aussi prompte à semer le désordre autour d'elle. Menacée par le cortège d'addictions et de mauvaises fréquentations dont Ruth ne peut ni ne veut se défaire, menacée surtout par ses souvenirs qu'Alexandra s'efforce d'oublier. Aussi, lorsque leur Ruth lui demande de l'héberger, Alex pose une condition, une seule. Ne jamais, jamais parler du passé. Et surtout pas de ce qui est arrivé ce jour-là près du silo à grains sous le ciel étincelant du Dakota du Nord. Voilà, donc on est aussi chez une autrice anglaise. Rosenay, voilà. Donc encore, moi j'aime bien le policier. Donc. Puis celui-ci aussi m'avait bien tenté parce que le résumé, enfin le pitch est super, super tentant. C'est Ne faites confiance à personne de T.M. Logan. Donc là on est un auteur britannique aussi. Je pensais qu'il était américain, mais non, britannique. Alors, je vais vous lire le résumé. Je me souviens voilà, de l'histoire. En fait, c'est une jeune femme qui est dans le train et puis il y a une autre femme qui va lui confier son bébé 2 secondes, le temps d'aller aux toilettes. Et puis en fait, elle va voir cette femme s'enfuir et elle va juste avoir un mot avec l'enfant qui lui dit ne faites confiance à personne. Et je crois surtout pas à la police, je me souviens bien. Voilà, donc gros dilemme, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce bébé? Alors, Hélène essayait juste d'aider une femme, donner un peu de répit à une jeune maman assise en face d'elle dans le train qui la ramène à Londres, quelques instants pendant lesquels elle s'occupe de son bébé pendant que la femme passe un appel urgent. 5 minutes passent, 10. Alors que le train arrive dans une gare, Hélène est stupéfaite de voir la femme descendre du train et s'enfuir de la gare, abandonnant son enfant à une étrangère. Hélène se retrouve seule avec le bébé et à ses pieds le petit sac avec les quelques affaires du nourrisson. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre une note. 3 lignes griffonnées à la hâte sur un bout de papier. S'il vous plaît, protégez Mia. Méfiez-vous de la police. Ne faites confiance à personne. Un enfant en danger, un dilemme cruel. Et vous, que feriez-vous? Voilà, donc vous comprendrez pourquoi ça m'a tenté. Cette femme qui va se retrouver avec un enfant, voilà, et surtout ne pas faire confiance à la police, parce que c'est la première chose qu'on ferait, la police ou appeler les services sociaux. Mais dans ces cas-là, on dit faire confiance à personne. Voilà, quand il s'agit de la vie d'un bébé, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas par quel tas commencer parce que j'en ai pas mal. À mon avis, cette vidéo va pas encore suffire pour que je vous présente tout, mais bon, je désespère pas un jour d'y arriver. Donc là, ça c'est dans mes achats. J'ai acheté une enquête des Sœurs Brontë. Bon, évidemment, vous vous doutez que quand j'ai vu que je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis pour le moment. J'ai vu la série, bon évidemment c'est de l'histoire puisque ça se passe au 19e siècle et puis surtout voilà, j'aime beaucoup l'histoire des Sœurs Brontë. J'ai pas lu tous leurs romans, j'ai lu Jane Eyre, Les Hauts du Hurlevent, La Dame du Manoir de Winfeld Hall. Il y a Agnès Grey que j'aimerais lire aussi, que j'ai pas encore lu, qui est de Anne Brontë si je dis pas de bêtises. J'avais vraiment beaucoup aimé Jane Eyre, mais j'avais eu un coup de cœur et une claque avec Les Hauts de Hurlevent. C'est tant et si bien que quand j'ai fait mes livres, je me suis dit, qu'est-ce que je lis maintenant? Parce que quel que soit le livre que je vais lire, je ne vais pas le trouver bon. C'était impossible. Après avoir lu ce roman, c'était impossible de trouver un livre voilà, qui puisse me plaire. Du coup, je suis repartie vers des lectures très simples. Je suis partie vers du roman historique, mais vous savez, la collection J'ai lu pour elle, voilà, des trucs avec de l'amour, de la romance. Et voilà, je me suis dit, je vais partir sur quelque chose de simple, parce que sinon, le livre que je vais lire après Les Hauts du Hurlevent, ça va forcément être du gâchis. Et j'étais un petit moment avant de m'en remettre quand même de ce roman. J'ai vraiment... c'est-à-dire que Jane Grey, c'est super, et puis il y a quand même une touche de féminisme. Alors quand on pense que les Sœurs Brontë vivaient quand même assez isolées, enfin, elles vivaient il y avait quand même... leur père était pasteur du village, donc elles fréquentaient quand même du monde, mais voilà, c'était quand même une société assez restreinte. Quand on voit leur écriture qui est si moderne, si féministe, entre guillemets, hein, on n'est pas non plus, mais voilà, ils montrent des héroïnes qui refusent... Enfin, pas qui refusent leurs conditions, mais qui refusent qu'on les traite au rang de moins que rien ou d'objets, simplement parce qu'elles sont des femmes ou des femmes nées d'un milieu pas très aisé, ce qui est un peu le cas des Sœurs Brontë. Elles n'étaient pas issues d'un milieu très aisé.
Elles ont dû, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Charlotte Brontë qui a dû être gouvernée. Une qui a été, bah oui, c'est elle qui a écrit Jane Eyre, si je ne dis pas de bêtises, si je ne mélange pas. Léo Durlevent, c'est Émilie Brontë, là j'en suis sûre. Mais elle a été elle-même gouvernante. Et gouvernante, c'est un métier un peu ingrat à l'époque, puisque vous êtes pris entre... pour être gouvernante, il faut déjà être une jeune femme qui a de l'éducation. Donc il ne faut pas être née dans le peuple ni dans la misère. Alors vous êtes pris entre effectivement le fait que vous soyez quelqu'un qui a reçu une certaine éducation, une façon de se tenir en société, mais en même temps méprisé par ceux qui vous ont embauché, parfois par les enfants. Et puis en même temps, vous n'avez pas votre place non plus parmi les domestiques, qui sont eux des gens du peuple. Donc c'était un peu compliqué. Et c'est dans Jane Eyre, c'est super bien fait. Mais alors, ce qui m'a vraiment étonnée dans Les Hauts Hurlevents, c'est que je trouve que c'est une lecture qui est accessible, parce que Jane Eyre, on sent quand même que ça date du 19e siècle, voilà. Mais Les Hauts Hurlevents, je trouve que l'écriture est vraiment très moderne, et je trouve qu'elle est accessible pour tous. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein. Voilà, l'histoire est assez particulière quand même. C'est un amour très particulier entre Heathcliff et Cathy, enfin Catherine. Mais voilà, je trouvais vraiment l'écriture est très moderne, elle se lit très bien, et je m'attendais à quelque chose, un style un peu plus ampoulé du fait que ça datait du 19e siècle, et pas du tout. Donc du coup, quand j'ai vu que quelqu'un avait écrit, bon, c'est une sorte de cosy mystery en fait, hein, au 19e siècle, mais avec les Sœurs Brontë, je me suis dit, il faut que je l'achète. Donc voilà, j'ai en tout cas acheté le premier qui est La mariée disparue. Donc c'est écrit par Bella Ellis et c'est aux éditions Hauteville. Je crois que ça appartient à Bragelonne, Hauteville, si je dis pas de bêtises. Mais Bragelonne appartient maintenant à je ne sais plus qui, donc bon, c'est un petit peu qui appartient à qui. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire bientôt. J'avais aussi, par contre, je sais plus, j'ai dû en présenter une partie et pas l'autre. J'avais reçu en SP le dernier roman, enfin un des derniers romans d'Angelina Delcroix. Donc elle a écrit une série où on retrouve les mêmes policiers. Donc du coup, je me suis acheté les précédents tomes. Je pensais qu'il y en avait que deux, mais en fait, il y en a trois. Alors je pense que je vous ai déjà présenté les deux autres parce que je ne les vois pas dans ma pile. Et je ne sais plus lequel. Donc ça, Ne la réveillez pas. Alors Maxime, jeune étudiant de 25 ans, se rend sur la tombe de sa mère. Hanté par son meurtre, resté irrésolu, il remarque sur le côté de la plaque commémorative une étrange inscription. OOF 14, début du jeu. Le même jour, un étudiant est retrouvé mort, gravé sur sa cheville un autre code, O2FO1. Puis c'est l'une des policières chargées de l'enquête qui reçoit glissé dans un courrier ce message. Alors je ne sais pas si c'est O ou 0, 02F01. Le jeu a commencé, que le meilleur gagne, Joy. Qui se cache derrière ce jeu, quelles en sont les règles et surtout qui en échappera. Donc c'est ça, on va suivre la même inspectrice qui est Joy sur plusieurs enquêtes. Par contre, je ne sais plus dans quel ordre. Donc, je les ai tous achetés, mais je ne sais plus dans quel ordre ils sont. Parfois, ils mettent au début du livre. Le dernier, c'est L'île des damnés. Vous avez dû le voir passer, j'ai dû vous le présenter d'ailleurs. Mais par contre. Ouais, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. C'est pas marqué. Enfin, j'allais revoir sur internet dans quel ordre ça se lit. Pour rester un peu dans les cosy mystery, j'ai acheté de MC Beaton alors, c'est les enquêtes c'est Hamish Macbeth. Voilà, je suis en train de chercher, c'est vrai que c'est pas marqué. Assez grand, le tome 1 qui prend la mouche et le tome 2 qui s'appelle Qui va à la chasse. MC Beaton, c'est elle qui a écrit, c'est un pseudonyme, hein, c'est elle qui a écrit les enquêtes d'Agatha Raisin. Donc là, on est dans du cosy mystery. D'ailleurs, je crois que c'est le premier cosy mystery certainement qui est arrivé en France, enfin, en tout cas celui qui est le plus connu en France. J'en ai lu déjà une bonne partie, puis en fait c'est ma mère qui les achetait, donc je l'ai piqué à ma mère, et puis elle a arrêté de les lire. Je crois qu'elle les prend en bibliothèque maintenant, donc du coup j'ai arrêté. Puis c'est vrai que j'ai été prise pas mal par les SP, tout ça, mais j'aimerais bien continuer les Agatha Raisin aussi. Elle a écrit, donc elle est décédée, cette autrice, l'année dernière je crois, enfin c'est pas très vieux. Alors nous en France, c'est vrai que les Agatha Raisin sont arrivés assez tard, puisque en plus les premiers tomes de Agatha Raisin se passent dans les années 90, la deuxième partie des années 90, donc on les voit encore fumer dans les restos et tout, donc sur le coup ça fait un peu bizarre, puis après ah ouais, mais c'est vrai, ça se passe dans les années, il y a quelques petits trucs qui font un peu étrange, et en fait oui, ça se passe dans les années, les premiers se passent dans la deuxième partie des années 90, donc évidemment il y a quand même... Et là je sais que le tome 31 vient de sortir, Agatha Raisin, je ne sais pas si c'est le dernier, je pense. Donc ils ont sorti ensuite les Hamish Macbeth. Donc là c'est un enquêteur écossais, si je lis le premier.
Hamish Macbeth manque totalement d'ambition professionnelle, mais il peut cependant compter sur son intuition naturelle pour mener à bien ses enquêtes. Il est policier dans un petit village au beau milieu des Highlands. Il faut savoir que j'adore l'Écosse. Je suis tombée amoureuse de l'Écosse. On est allé visiter il y a des années de ça l'Écosse avec mon mari et voilà, c'est un pays pour lequel on est vraiment tombé amoureux de ce pays et enfin, on a fait pas mal de voyages, mais c'est marrant, pourtant c'est pas très loin, enfin c'est pas très loin. Oui, non, parce on a pris l'Eurostar et puis ensuite la voiture. Hein, donc c'était sympa de conduire de l'autre côté de la route. Enfin, c'est mon mari qui a conduit, hein, je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que j'ai conduit moi aussi. Alors peut-être pas en Écosse, mais en Irlande. Ça fait bizarre quand vous prenez. Non, le pire en Irlande, c'est qu'on avait. Parce que quand on est parti en Écosse, on a pris notre voiture hein, dans l'Eurostar. Hein, qui traverse pour aller au Royaume-Uni. Et vous avez, on peut prendre sa voiture, donc on est parti avec notre voiture. Mais en Irlande, évidemment, on n'a pas pu. L'Eurostar ne va pas en Irlande. Donc, on a loué une voiture sur place. Donc, le volant est à droite. Donc, vous avez l'habitude d'avoir le volant à gauche et d'avoir votre levier de vitesse avec la main droite et que vous êtes droitière. Je ne vous dis pas le délire. Heureusement, il y a très peu de circulation et les gens là-bas sont très civilisés au niveau de la circulation. J'ai trouvé en Irlande et puis en Écosse. C'est-à-dire c'est à celui qui va laisser le passage à l'autre. Comme il y a beaucoup de petites routes, des fois on est obligé de se mettre sur le bas-côté pour laisser passer l'autre. Et c'est voilà, bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation non plus, donc du coup les gens restent très civils, quoi. Et ça fait du bien. Donc heureusement, parce que j'ai dû prendre le volant, mais je peux vous dire qu'on n'avançait pas très vite parce que j'étais pas à l'aise du tout. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote, ma conduite à gauche au Royaume-Uni. Donc voilà, donc Hamish Macbeth. Donc elle a écrit aussi une autre série qui s'appelle Les Enquêtes de Lady Rose, qui se passe au 19e siècle. J'ai les 2 premiers volumes, je vous les ai déjà présentés. Il y a 4 volumes, je crois, pour le moment de sortie. Et par contre, je sais pas, je me suis demandé si j'ai pas entendu parler d'une 5e sortie. Alors, est-ce qu'elle n'a pas eu le temps d'écrire la suite? Hamish Macbeth, il doit y en avoir d'autres de sorties, je pense déjà. Ça, voilà, mais je pense qu'il y en a déjà quelques-uns. Et il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'elle a encore une autre série qui est sortie. Enfin, à chaque fois, on est dans du cosy mystery, hein, ça change pas beaucoup. Bon, profitons encore un petit peu de temps pour que je vous présente. Voilà. Il y a un moment, j'avais entendu parler de ce livre, Le Chant d'Achille. Pareil, on est encore dans l'histoire de la mythologie, des légendes, donc tout ça j'aime bien. Donc évidemment, c'est de Madeline Miller. Donc c'est chez Pocket, pas facile à dire, c'est chez Pocket. Donc ça me tentait. Elle a écrit aussi un livre sur Circé, la magicienne, hein, qu'on retrouve. Circé, on la retrouve dans l'Odyssée. Et voilà, donc je pense que c'est fortement inspiré de l'histoire d'Achille, mais comme l'histoire d'Achille, c'est surtout pour la guerre de Troie. Ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille est solaire, puissant, promis à la gloire des immortels. Mais grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables. Quand à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes se joignent au siège de Troie, la sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire de Troie, bon, alors faut savoir que le film Troie, moi j'ai bien aimé, hein, mais ça prend quand même quelques libertés avec l'histoire de base, hein, qui a été écrite, enfin pas écrite, mais qui a été contée par le poète, on appelait ça un Aède à cette époque-là, par Homère. Donc c'était je ne sais combien de siècles avant Jésus-Christ. D'ailleurs, on n'est pas sûr que Homère ait vraiment existé, ou on pense que bon, il n'écrivait pas, il chantait ses poèmes. En fait, c'était des chants, c'était des poèmes. On pense qu'ils étaient plusieurs en fait à avoir chanté. Que c'est pas Homère seul, même s'il a existé, que c'est pas lui seul qui a raconté l'histoire d'Achille dans l'Iliade, puis l'histoire d'Ulysse voilà, qui retourne chez lui après la guerre de Troie dans l'Odyssée. Voilà, donc voilà, on n'est pas sûr que ce soit lui qui, mais en tout cas, enfin, voilà, c'est des histoires. Voilà, moi je vous l'ai dit, j'en avais parlé pendant le mois de la fantaisie. J'avais adoré les histoires mythologiques, enfin de la Grèce antique, les mythes grecs. J'ai essayé de lire l'Iliade, je peux vous dire que c'est assez indigeste. Pourtant, j'étais hyper motivée. Enfin, c'était il y a longtemps, hein, mais j'étais ado. J'étais hyper motivée parce que j'adorais vraiment les histoires mythologiques, mais c'est vieux et c'est des chants et c'est un petit peu casse-pied, c'est Achille.
voilà, le soleil brille sur Achille, qui prend son arme, qui pourtant il y a beaucoup de combats qui sont décrits, mais c'est fou, on ne trouve pas vraiment de vigueur dans ces combats, on ne trouve pas de dynamisme. Alors ça fait un très beau sujet, je pense, pour effectivement des livres ou pour des films, mais en soi c'est pas très facile à lire, on va dire. Mais voilà, donc je pense que... Et ce qui est sympa, c'est de voir apparemment Patrocle, parce que c'est vrai que c'est ce qui va déterminer en fait un peu le destin de Troie, la finalité effectivement de la guerre de Troie, c'est-à-dire l'amitié très forte entre Achille et Patrocle. Donc voilà, c'est à voir. Et puis bien sûr après Circé avec... je l'achèterai aussi, certainement, Circé. Enfin, je vais peut-être essayer celui-là avant, je ne sais pas. Ou si j'ai l'occasion de le trouver, je le prendrai aussi, parce que voilà, mythologie grecque, j'aime bien. Puis je trouve qu'il y a pas mal de livres en ce moment qui sortent, qui tournent autour de, que ce soit en young adulte, en fantasy young adulte aussi, autour de la mythologie grecque. Et franchement, je suis contente parce que c'est remis un peu au goût du jour. Et j'adore ça. Moi, j'étais tombée amoureuse de la mythologie grecque quand j'étais j'étais ado. Donc, je suis contente que ça revienne à la mode. Bon, bien sûr, j'ai pas eu le temps de vous présenter tous mes livres, mais c'est pas grave, on fera un troisième book haul. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient abonnées, j'ai eu quelques petits likes en plus et franchement ça fait très plaisir de voir j'ai un peu plus de vues et franchement ça fait vraiment très plaisir. Donc je remercie les personnes qui prennent le temps de me regarder, voilà, d'écouter mes commentaires sur les livres. Puis je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. En attendant, je vous souhaite de belles aventures livresques et puis je vous dis à très bientôt pour un update lecture. Bye bye!